Qui seront les nouveaux rois de la NBA? Les Boston Celtics ou les Dallas Mavericks? Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je clôture cette première saison NBA couverte depuis le mois d'octobre par une finale Boston-Dallas. J'avais plutôt bien vu les choses quand j'ai fait le bracket des playoffs, c'est-à-dire que grosso modo, je voyais ces deux équipes s'affronter en finale, après un parcours qui était un peu différent à l'ouest. Je voyais pas les Wolves passer au premier tour, mais peu importe. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qui va se préparer à partir du 6 juin, des matchs qui vont commencer à Boston et ensuite aller à Dallas. On a deux équipes qui sont très en forme, qui ont largement mérité leur qualification. Commençons par les Celtics qui ont réalisé une très belle saison régulière, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler plusieurs fois, et un parcours de play-off vraiment honorable avec peu de défaites finalement. Ils sont invaincus à l'extérieur et puis ils ont su se débarrasser d'équipes certes diminuées, ça c'est clair, qui les ont parfois bousculés. Je pense notamment aux Pacers qui auraient pu prendre 3 matchs sur 4 lors de la série de finale de conférence. Mais non, les Celtics ont tenu, ils ont trouvé toujours des ressources, des joueurs providentiels et clutch, que ce soit en attaque ou en défense. Donc on va voir un petit peu les forces de cette équipe de Boston. L'une des premières forces de Boston, c'est d'avoir un duo assez impressionnant en la personne de Jaylen Brown, qui a obtenu le MVP un petit peu surpris de la conférence Est lors de la finale contre Indiana. Et puis Boston a aussi Jason Tatum. J'ai mis un petit poster parce que je l'en avais dans un magazine de basket. C'est pas que je sois un ultra fan de la franchise ou bien du joueur, mais il faut reconnaître quand même qu'il a réalisé une performance à 30 points, 10 rebonds, 6 passes. Il est dans la catégorie des très très grands joueurs qui doit encore confirmer qu'il doit aller un petit peu plus loin pour vraiment avoir une legacy plus importante, surtout dans une franchise qui cherche son 18e titre et qui dépasserait les Lakers. Donc ces deux joueurs associés, on sait que parfois il y a eu des doutes parce que ils étaient, je trouve, parfois un petit peu sur le même terrain de jeu en attaque. Donc ils savent maintenant avec le temps vraiment bien jouer et ça pourrait être important dans le cadre d'une finale sur une scène qu'ils ont déjà connue, mais dans la défaite face à Steph Curry et les Warriors. Donc ces deux-là, ils sont déjà très forts dans de nombreux compartiments du jeu. Ils ont du shoot, de la défense, de la polyvalence aussi. Tatum, c'est le meilleur rebondeur de son équipe. Donc ils sont un petit peu au four et au moulin. Ensuite, je voudrais citer une autre paire de joueurs qui sont également des two-way players, c'est-à-dire des joueurs à la fois capables de marquer, d'être actifs et intéressants en attaque, mais aussi d'être des défenseurs, des stoppers, voire des intercepteurs de génie. Je pense à Jrue Holiday, qui a réalisé lui aussi quelques belles performances, qui a monté en régime au fur et à mesure des tours, et tournant à 14-15 points sur la dernière série contre Indiana. À côté de lui et dans un rôle de 1-2 également, on a Derrick White qui n'a jamais été aussi efficace depuis qu'il s'est coupé définitivement les cheveux. Il a vraiment franchi un cap cette année et je trouve que il a vraiment un rôle important. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Josh Hart qui confie que pour lui, dans les dernières minutes des matchs gagnés par Boston, et bien d'après lui, White est un joueur particulièrement important. C'est celui qui a réalisé les actions décisives, plus que Tatum. Alors après, Jason, c'est peut-être un joueur qu'on sous-estime encore. Il y a toujours un petit doute, que ce soit dans les votes pour le MVP alors qu'il est le meilleur joueur de l'équipe qui surdomine la NBA cette année. Il a besoin de prouver, peut-être plus que tous les autres joueurs. En tout cas, ces deux acolytes, White et Holiday, ils vont avoir du travail, on en parlera tout à l'heure, mais ils seront évidemment essentiels dans la quête du titre pour Boston. Pour être tout à fait complet, Derrick White, il tourne quand même à 18 points, 4 rebonds, 4 passes, une interception et 1,3 contre par match. Donc c'est vraiment le troisième joueur qui a porté Boston pendant ces playoffs, en sachant qu'il y a un autre qui va peut-être venir finalement s'incruster dans la partie, c'est Kristaps Porzingis, le joueur letton qui
doit prouver lui aussi qu'au plus haut niveau, eh bien, il est capable d'apporter ce qu'il a apporté à cette équipe, du spacing, de l'adresse à 3 points, un petit peu de dissuasion, mais tout ça, ça va dépendre de sa santé. Il n'est pas sûr d'être là pour le Game 1, les infos vont arriver au fur et à mesure, bien sûr, et donc je pense que sa présence sera indispensable pour Boston, sinon peut-être que leur chance de bague s'amenuise. Un autre avantage théorique, en tout cas, c'est l'avantage du terrain. Sur le papier, eh bien, Boston va commencer donc 2 matchs dans une ambiance qui sera extrêmement puissante. Et puis, il y a une attente derrière, bien sûr, pour ce 18e titre. On a également une certaine, comment dire, animosité qui risque de se manifester vis-à-vis de Kyrie Irving, l'ancien de la maison qui s'était un peu essuyé les pieds sur le logo, qui depuis a perdu 10 matchs contre Boston, va refaire son retour. On a forcément les images de la série où il jouait pour les Nets avec Kevin Durant et où le match et même la série avait basculé. Dès le premier match, ça s'était joué à rien, il avait été très fort, mais Tatum avait marqué le panier décisif. Donc cet avantage-là, je pense que Boston doit absolument s'appuyer dessus, même si pendant ces playoffs, et Boston, Dallas sont très bien placés pour ça, les équipes évoluant à domicile n'ont pas forcément joui d'une invincibilité notoire, loin de là. Alors certes, Boston a des qualités à faire valoir, mais que dire de celle de Dallas? Alors tout d'abord, eux aussi ils ont un duo assez inarrêtable et incroyable. Luka Doncic qui a réalisé une performance incroyable en étant le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur, le meilleur passeur, le meilleur intercepteur, le meilleur tireur à 3 points en quantité de tous ces playoffs. Donc c'est évidemment la pièce maîtresse, la clé de voûte de cette équipe de Dallas qui a été classée 5e à l'issue de la saison régulière, qui a réalisé donc 3 upsets, battant le 4e les Clippers, battant ensuite le premier OKC Thunder et enfin le 3e les Minnesota Timberwolves. Ils ont réussi ces performances en s'appuyant sur Luka Magic. À 24 ans, Luka joue comme s'il avait 20 ans de ligue derrière lui. Bon, il a déjà remporté l'Euroleague et le championnat espagnol avec le Real. Il a remporté aussi le titre européen avec la Slovénie et il s'est imposé dès son arrivée en NBA comme un acteur majeur, non seulement en saison régulière, mais aussi et surtout en play-off, en étant, dès ses débuts contre les Clippers par exemple, un élément extrêmement dangereux. Là, dans un contexte qui était plutôt quand même un challenge, il a réussi face aux Wolves à faire des masterclass et notamment dans le dernier match, 20 points dans le premier quart-temps avec une réussite insolente, des tirs du logo dans le match, des tirs avec la planche, et puis il a même de l'énergie, non plus pour s'en prendre aux arbitres, sa nouvelle technique c'est d'aller taquiner et insulter le public, bon, qui le chambre aussi beaucoup. Donc on a un Luka qui a gagné en maturité, qui va mentalement, je pense, être à l'aise dans ce contexte face à Boston. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sent assez vite l'odeur du sang et qui a énormément de solutions en bagage dans son arsenal. Il va pouvoir faire des step back, driver, faire des petits pas très lents pour trouver le meilleur tir ou hop, démarquer des coéquipiers qui sont sur les corners. Donc c'est le chef d'orchestre. Il va se retrouver face à des joueurs plus petits. Alors je pense que Boston va lui envoyer différents défenseurs comme Jrue Holiday, Derrick White, mais aussi pourquoi pas Jaylen Brown et Jason Tatum. Ça serait intéressant de voir ce qu'ils peuvent donner face aux Slovènes. Mais quoi qu'il arrive, il n'est pas seul, Luka. Et ça, c'est quand même une énorme différence avec ce qu'il a connu précédemment dans sa carrière, sans vouloir offenser ses coéquipiers précédents. Cette année, Kyrie Irving joue comme il sait le faire magistralement à côté d'une méga star. Il est infernal dans les deuxièmes mi-temps principalement. Encore lors de la dernière victoire, eh bien c'est lui qui arrive hop en deuxième lame, en feu follet dans la défense, capable de driver, lui aussi de tirer à 3 points, de distribuer le jeu sous le panneau aux copains à l'extérieur. Il est vraiment lui aussi ultra complémentaire. Franchement,
J'en doutais un petit peu quand j'ai vu cet assemblage. On entendait que Luka il savait pas jouer off-ball, enfin bref, ils ont vraiment su trouver leur alchimie, et puis on sent que Kyrie Irving, par rapport à sa période Nets par exemple, et sa période Celtics aussi, il est beaucoup mieux dans sa tête. Les épisodes de Covid aussi, de déclarations bizarroïdes sont derrière lui. Il est en mode un peu grand chef indien, mentor, grand frère dans cette équipe, et franchement ça fait à la fois plaisir à voir pour le basket et puis pour ce garçon qui est pétri de talent. Sans compter que ces deux stars sont bien entourés, comme je le disais, avec d'abord des intérieurs qui sont très verticaux et qui donnent tout sur le terrain, ils sont capables de se jeter, ils ont une rapidité de réaction en attaque et surtout en défense qui peut être très rassurante pour les Mavs. Ils ont fini les Mavs dans une très bonne dynamique après le All-Star Game, ils ont même dépassé les Wolves en tant que meilleure défense NBA, et ça s'est vu, hein, ça s'est vu, ils ont été capables de mettre une pression importante. Luka Doncic de temps en temps a réussi à bien défendre alors qu'avant il était quand même ciblé par les défenseurs. Ça dépend également de sa santé, puisque on a vu au premier tour, il y avait des incertitudes autour de son genou, il était malade aussi. Franchement, à ce moment-là, on ne l'aurait pas forcément projeté vers une finale NBA en étant complètement triomphant et ultra dominateur. Mais il en est là pour l'instant. Donc si la santé va, franchement, cette équipe peut faire peur aux Celtics. Et notamment avec ses qualités de verticalité. Puisque ce que n'ont pas, je pense, les Celtics, quoi qu'il arrive, même si Porzingis revient, c'est ce jeu à la fois latéral et vertical. Parce que à tout moment, que ce soit Gafford ou Lively, les deux pivots peuvent surgir, prendre une passe lobée assez haute et la rabattre dans le cercle. Lively, Dereck Lively, rookie, c'est la première fois donc qu'il joue en NBA et qui connaît forcément les phases finales. Il a parfaitement su trouver son rôle. La série face à Minnesota est une série historique pour lui. Il a réalisé un 16 sur 16 sur les 5 matchs. En sachant qu'il y en a un auquel il n'a pas participé puisqu'il a été un peu fracassé au niveau de la tête par Karl Anthony Towns, mais il est revenu. C'est un gars, c'est un solide, qui a perdu sa maman aussi juste avant les playoffs, donc il a, on dirait, un supplément d'âme, et ces joueurs comme Kyrie Irving et Luka Doncic savent très bien le trouver. Il fait les bons choix aussi, hein, quand il reçoit le ballon sous le cercle et qu'il ne peut pas faire une action facile pour marquer, il ressort, il a vraiment de très bonnes mains. Moi c'est un joueur, dès son premier match, si vous vous souvenez, face à Wemby, je vous en ai parlé dans une petite vidéo, c'était une des premières de la chaîne, et bien il avait été impressionnant, il a fait des matchs à plus de 80% de réussite, Gafford pareil, donc Boston va devoir quoi qu'il arrive faire attention à son cercle. Hein, on sait que parfois Dallas évolue avec 4 joueurs à l'extérieur et un intérieur qui est prêt à venir faire des écrans ou bien à se positionner ligne de fond. Voilà, jusqu'à présent c'est une technique qui a réussi et je sais pas trop comment Boston peut arrêter ce dispositif là en fait. Puisque je parle de Dereck Lively, est-ce que vous savez, si vous êtes calé en NBA, ça sera même très difficile je pense à trouver, qui a réussi une série parfaite en termes de réussite au tir? C'était un 10 sur 10. C'était en 1981 pour un premier tour. 1980, les Portland Trail Blazers, Jim Brewer, je sais pas si ça vous dit quelque chose en tout cas, c'est dire à quel point Lively a été vraiment excellent et brillant. Tiens, je pense à un petit truc rigolo, c'est que Brewer, ça veut dire brasseur, et il y a eu une scène où Luka Doncic s'est retrouvé à côté de son père, dont je parlais dans la précédente vidéo, hein, un joueur de basket tout à fait correct, qui a joué aussi à Évreux en 2002, et bien Luka s'est retrouvé à célébrer la victoire avec une petite bière, il avait l'air de savourer le moment, et un ancien de la maison de Dallas, Michael Finley, est venu et lui a pris sa petite bière. Bon voilà, c'était une image un peu insolite en fin de rencontre face aux Wolves.
Mais plus sérieusement, parce que dans une finale NBA, tous les détails comptent, eh bien c'est cette capacité à Dallas d'avoir aussi une certaine profondeur. Je parlais de Lively à l'instant, mais les joueurs qui sont entrés face à Minnesota, que ce soit Jaden Hardy, Josh Green, l'Australien, on a également de temps en temps Maxi Kleber qui revient là d'une blessure à l'épaule, occasionnellement le numéro 7, Dwight Powell, qui est capable d'apporter son côté physique. Bref, Jason Kidd peut ponctuellement remplacer ses titulaires par des joueurs qui vont relever le défi toujours physique, continuer de jouer collectif, d'avoir un petit peu aussi de spacing toujours, ça c'est vraiment important pour imposer son style de jeu. Dernier petit avantage peut-être, c'est le coach, puisque Jason Kidd, qui est le joueur en 2011 qui était le titulaire au poste point guard pour les Dallas Mavericks, est maintenant sur le banc et se retrouve face à un homologue qui certes a remporté de très nombreux matchs cette saison et a, je dirais, repris la main par rapport à l'an dernier où c'était un peu plus compliqué. Joe Mazzulla, lui, de son côté, a l'air de s'être très bien préparé en revisionnant de nombreux matchs en NBA au niveau des finales. Et dans l'ensemble, je suis un peu plus rassuré par les choix tactiques de Jason Kidd, qui a vu différents affrontements, hein, que ce soit la jeune équipe de Thunder au deuxième tour qui a eu des problèmes quand même à élever son niveau de jeu. On a également les Clippers au premier tour, il y avait quand même 2 MVP plus des joueurs de grande valeur. Ils ont subi les foudres de Luka et compagnie, et le coach, à mon avis, est pour quelque chose. Mine de rien, ça fait un petit moment qu'il est là et qu'il peaufine son effectif, sa stratégie, et il a su quand même s'adapter à ces changements qui ont eu lieu et qui étaient très importants lors de la trade deadline. Donc je pense qu'il a un petit avantage sur Joe Mazzulla. Bon, c'est bien beau tout ça, mais d'après les sites de paris sportifs, c'est Boston qui est largement en avance par rapport à son adversaire au moment où la série commence. On peut le comprendre, hein, je l'ai dit, on a déjà un super duo et qui a de l'expérience depuis le début de sa carrière à un très haut niveau en playoff. On a également des joueurs à la base arrière qui peuvent être des two-way players, à la fois dangereux en attaque mais aussi redoutables en défense. Et puis un parcours qui quand même ne supporte pas beaucoup de contestations depuis le début de ses playoffs. Sauf qu'aujourd'hui, après tout ce que je vous ai dit, et franchement c'est loin d'être évident évidemment, mais je pense que Dallas a les moyens d'emporter cette série et je vais me dire 4-2. Pourquoi? Déjà, le niveau stratosphérique de Luka Doncic qui, tour après tour, gagne en confiance, en certitude sur ce qu'il est capable de faire avec ses copains. Il a un supporting cast qui est très bien adapté à ses qualités. Un Kyrie Irving qui est capable de le relever en cas de souci. Alors, il y aura sûrement des hauts et des bas dans cette série, mais je les vois quand même prendre un des 2 matchs déjà à Boston. Et puis ensuite, en remporter un ou 2 à la maison. Je pense que ça va être une série qui va se jouer vraiment sur la capacité de Boston à arrêter Kyrie et Luka. Et je crois que les intérieurs vont jouer un rôle aussi capital. Parce que quand on voit leur capacité à se jeter sur le panneau adverse, regardez ce qui est arrivé à Rudy Gobert, qui a été évidemment critiqué, moqué encore une fois par certains, et qui a pourtant fait preuve de beaucoup de bonne volonté, et dans les chiffres même, ça se voyait que son équipe était meilleure. Quand on regarde le match, on voit quand même qu'il y a pas cette domination habituelle. Et Boston, leur meilleur rebondeur, je rappelle, c'est Jason Tatum, qui est en finale NBA, qui va devoir jouer le rôle de leader, et qui sera peut-être pas là pour aller contester les alley-oops en pagaille qui vont se jouer encore. Je pense que Dallas, logiquement, va continuer sur cette stratégie-là de jouer grand, jouer vite, jouer fort. Et il y en a un que j'ai pas trop évoqué, c'est Derrick Jones Jr., le travail qu'il a fait sur Anthony Edwards. Je pense que peu de joueurs l'ont réussi aussi bien cette année. Donc Derrick Jones Jr., de son côté, peut très bien
se coltiner un Jason Tatum ou un Jaylen Brown. Ça sera un des deux peut-être de se distinguer face à un autre adversaire, mettons PJ Washington. En tout cas, Boston a une énorme carte à jouer en remportant surtout ses 2 premiers matchs à domicile. S'ils en lâchent un, encore une fois, je pense que c'est Dallas qui passe. Tactiquement, ça va être hyper intéressant de voir quelle équipe va faire déjouer l'autre dans cette série de matchs qui s'annonce vraiment palpitante. Dallas, la dernière fois qu'ils sont allés en finale en 2011, ils ont gagné face à une équipe qui était quand même largement favorite, à savoir Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh et compagnie, avec le Miami Heat qui était vraiment réuni et conçu ce Big Three pour régner sur la NBA. Dallas a joué les troubles faites avec un joueur qui était intenable, un Européen du nom de Dirk Nowitzki qui devrait être, je pense, présent dans les parages pour apporter son aura et peut-être voir son successeur sur le trône en tant que super européen ayant marqué la NBA. Évidemment, sur le Seigneur des Arceaux, je vous tiendrai informé de l'actualité de cette série palpitante et du reste de la NBA, les Jeux Olympiques qui arrivent, ça va être fou. Abonnez-vous, on arrive à 500 abonnés, donc c'est pour moi une très grande satisfaction de vous voir de plus en plus nombreux. Salut et à bientôt.